Et à 13h30, eh bien, c'est Crime Story. Les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Tourbillon. Aujourd'hui, le cadavre incomplet de Douglas Parr. On a toujours dit de moi que je suis un brave type. Ce bon Georges, ce cher Georges, cet excellent Georges. Ouais, sans me vanter, je suis le genre d'homme qui entraîne le sourire quand on lui tend la main. Et on me la tend souvent, la main, parce que je suis un brave type, et sans doute un peu aussi parce que je suis riche. Non pas immensément riche, mais pour le moins très à l'aise. Eh bien, voyez-vous, tout ça a changé en quelques secondes. Non, pas au sens figuré, au sens propre. En quelques secondes. En quelques secondes, je suis devenu, comment dire, un fou sadique. Plus qu'un meurtrier, un assassin. Seulement voilà, ce que j'ai éprouvé au cours de ce laps de temps était tellement fort que le meurtre ne m'aurait pas calmé. Le meurtre ne m'aurait pas suffi. Tenez, je vous raconte. Au seuil de ces quelques secondes fatidiques, je suis au volant de ma voiture à une 50aine de kilomètres de chez moi. J'ai fait toute la route depuis Chicago et je suis, comme qui dirait, vanné. Malgré tout, j'ai le moral. Oui, parce que je vais faire la surprise de mon retour à Sylvia, mon épouse. Voyez-vous, elle ne m'attend pas avant 4 ou 5 jours et j'ai toujours aimé les surprises. Genre, coucou, c'est moi. Il est 22 heures passées. J'aimerais arriver avant qu'elle soit endormie. Facile à dire parce que, apparemment, mes paupières ne sont pas de cet avis. Elles se ferment sans arrêt. Alors, soit je fais un petit somme dans le premier parking qui se présente, soit je prends un double café dans un resto-route. Seulement, un petit somme risque de me conduire demain à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Et comme je tiens beaucoup à mon coucou, c'est moi, je finis par me garer près d'un de ces établissements qui pullulent le long des grands axes. Mi-restaurant, mi-boîte de nuit, avec quelque chose en plus, qui n'est peut-être pas finalement que de l'absence. La musique me frappe quand je descends de voiture, une musique trop criarde à mon goût. En fait, assortie au néon qui entoure la façade. Enfin, j'entre et je vais directement au bar. Un café, s'il vous plaît. Pendant que le barman s'affaire au percolateur, je jette un coup d'œil autour de moi. Comme je m'y attendais, il y a un orchestre, une piste de danse, des tables, des box. Je ferme les yeux et je masse mes paupières jusqu'à ce que l'odeur de l'expresso me ramène au bar. Quand j'ouvre les yeux, ce que je vois m'entraîne dans la première des 5 secondes fatidiques. Ils sont ensemble, dans le plus éloigné des box. Ils se tiennent serrés et s'embrassent à bouche, que veux-tu, passionnément. La folie. Je suis tenté de hurler, de me précipiter vers eux. Mon sang se glace. Alors, comme dans un cauchemar, je prends ma décision. Vous l'avez deviné, je viens de surprendre Sylvia, ma femme, en compagnie d'un autre homme. En compagnie de Tommy Baron. Tommy Baron, de 5 ans, son cadet, beau comme le péché, intelligent et tout. Tommy Baron, mon associé. Sylvia, belle, langoureuse et tout en longueur, fine, racée. Ma femme, ma fierté, ma douleur. Sylvia, avec Tommy, mon associé. Tommy, un vendeur né. Je l'ai senti le jour où je l'engageais. Dans ce genre de choses, mon jugement est infaillible. En 3 ans, il a fait augmenter ma clientèle du simple au quintuple. Alors bien évidemment, j'en ai fait mon associé. Infaillible, je suis pour ce genre de choses. Dommage que je ne le sois pas pour le reste, si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne m'ont pas vu. Je vide ma tasse et je file l'attendre dans ma voiture. 1 heure plus tard, ils sortent, bras dessus, bras dessous.
comme des amoureux. Ah, ce beau couple. Ils montent dans la voiture de Tommy et démarrent. Je les suis. Ils prennent la direction opposée à la ville, celle d'où je viens, où il y a 1 heure à peine, j'étais encore heureux, plein d'espoir. Coucou, c'est moi. Au bout d'une quinzaine de kilomètres, ils bifurquent. Mon cœur se serre encore plus. Je sais où ils vont. Je le sais. Je continue à les suivre quand même. Ils prennent le 3e embranchement à droite, celui qui mène à mon pavillon de chasse. Ben voyons. Je ne rentre pas chez moi avant les 4 jours prévus. Je les passe en ville, loin de mes quartiers, dans des hôtels médiocres. Je consacre la plupart de mon temps à la bibliothèque municipale, à lire des livres de médecine, en prenant de nombreuses notes. Voyez-vous, autrefois, je rêvais d'être médecin. Après 4 jours, mon plan est au point. Je rentre à la maison. Sylvia se comporte exactement comme je m'y attends, normalement, affectueuse, tandis que moi, j'éprouve une telle haine que je n'ai guère de difficulté à jouer la comédie. Nous jouons tous les deux la comédie, mais je suis le seul à savoir que nous sommes 2 à la jouer. Je laisse aller les choses ainsi une quinzaine de jours. Finalement, un matin, je me pointe au bureau de Tommy Baron. « Tommy, que diriez-vous d'une partie de chasse? La chasse vient d'ouvrir et mon vieil ami Jess Norton est souffrant. Or, j'ai horreur de chasser seul. Ça vous dirait de m'accompagner? Je possède un petit pavillon de chasse avec tout le confort. » Sacré comédien, Tommy. Sacré comédien, car il ne bronche pas en répondant. « Chasser? Vous alliez être déçu, Georges. Je n'ai jamais chassé de ma vie. Je ne sais même pas si j'aimerais ça. » Allons, Tommy. Vous n'avez pas de hobby à ma connaissance. Il serait temps d'en avoir un. Allez, Tommy, faites-moi ce plaisir, que diable. Il réfléchit. Il sait que, professionnellement, il a une dette de reconnaissance envers moi. Bon, d'accord, Georges, je vais essayer, mais il ne faudra pas m'en vouloir si je tire sur vous plutôt que sur les lapins. Nous rions franchement l'un et l'autre d'un si bon mot. Le week-end suivant, le vendredi soir, nous partons ensemble en voiture. Quand nous quittons l'autoroute et prenons le chemin du pavillon, j'admire avec quelle aisance Tommy fait semblant de tout découvrir pour la première fois. Pareil quand nous nous installons dans le pavillon de chasse. Je vous l'ai dit, un sacré comédien, Tommy. À peine les bagages défaits, je l'entraîne vers le bar et j'entame une bouteille de vieux malt. Comme un verre en appelle un l'autre, il ne tarde pas à être un peu ivre. Je suis toutefois impressionné par sa capacité à tenir l'alcool. Mais comme il y a des limites à tout, n'est-ce pas? À 11h moins 20, il s'affale la tête sur le bar. J'en profite pour remplir son verre à ras-bord. Allez, Tommy, le dernier pour la route, comme on dit. Mais le beau Tommy ne m'entend déjà plus. Il ronfle doucement du sommeil du juste. Enfin, du juste, si on peut dire. Alors, je vais chercher une hache. Une hache? Pas très raffinée comme procédé de vengeance, n'est-ce pas? Remarquez, une hache n'est pas toujours destinée à passer ses nerfs sur l'amant de sa femme, comme vous allez le constater dans quelques instants. Je sors un scalpel de chirurgien de ma poche et, rassemblant tout mon courage, je me sectionne le petit doigt gauche, celui où je porte une chevalière. À moitié fou de douleur, je jette le doigt et la chevalière par terre. J'asperge Tommy de mon sang et je lui mets la hache en main. Après quoi, je me fais un pansement compressif et je sors chercher une bêche que je couvre des empreintes digitales de ce cher Tommy, toujours endormi. Je renverse les meubles et les bibelots et je répands du whisky sur le plancher. Je jette un dernier coup d'œil et je sors en abandonnant la bêche dans un buisson. Il
faut que je me dépêche, car à 11h30, mon ami Sam Rogers doit passer pour m'amener un jeune chien de chasse. Un rendez-vous que j'ai pris il y a plus d'une semaine. Le lundi, dans une petite ville à 100 km au nord, je sors de mon hôtel pour acheter le journal. Toute l'histoire s'y étale à la une. Sam Rogers s'est passé comme prévu, et il est tombé sur la scène grandignolesque que j'avais constituée à son intention. La police s'est empressée de tomber dans le panneau en concluant au meurtre après une bagarre d'ivrogne. La hache est indubitablement l'arme du crime. La bêche a servi à enterrer la victime dans les bois. Quant à Tommy Baron, eh bien, il ne se souvient de rien. C'est alors que la police a commencé à poser des questions, à fureter à droite et à gauche et à finalement découvrir la relation coupable entre ce cher Tommy et cette non moins chère Sylvia. C'est à ce moment-là qu'on a arrêté Tommy Baron, mon ex-associé, pour meurtre. Un régal, la lecture de cet article. Ne serait-ce qu'en me mettant à la place de ma femme et de son amant. Quelques semaines plus tard, à l'ouverture du procès, je reviens en ville. Pas à mon domicile, bien évidemment, non, dans un de ces petits hôtels dont j'ai pris l'habitude. Mais comme par hasard, un hôtel situé exactement en face du palais de justice. Voyez ? Le matin du 3e jour, je passe au stade suivant de mon plan. En effet, peu avant l'arrivée du fourgon cellulaire, je me mêle à la foule des badauds. Je me glisse au premier rang. Quand enfin il arrive, je vois la peur transpirer par tous les pores de sa peau. Mais ces souffrances ne font que commencer. Les 3 hommes, Tommy et les 2 policiers qui l'accompagnent, approchent et passent à ma hauteur. Tommy n'est qu'à 1 mètre de moi. J'éprouve un immense plaisir à lui dire « Bonne chance, Tommy ». Il tourne brusquement la tête et regarde par-dessus son épaule fiévreusement. C'est à ce moment que je lève la main. Ma main a 4 doigts. Je le vois blêmir et s'agiter tellement que les policiers interprètent ça comme une tentative d'évasion et agissent en conséquence. Oh, quelle joie! Quelle joie d'entendre ces cris incohérents, tandis qu'il lutte avec les agents pour venir dans ma direction. En m'éloignant, je ne peux m'empêcher de rire comme un fou. Dans l'édition du soir, les journaux parlent de l'incident. L'homme que l'on juge pour meurtre prétend avoir reconnu sa victime dans la foule qui stationnait ce matin aux abords du tribunal. Les commentaires vont bon train. Certains pensent que je pourrais être encore en vie. D'autres, plus nombreux, prétendent qu'il s'agit là d'un tour de Tommy pour faire naître de doutes dans l'esprit des jurés. Quand les jurés se retirent pour prendre leur décision, je rentre à mon domicile pour la première fois. Pas directement, bien entendu, non. Je surveille consciencieusement les parages des fois que la police aurait, elle aussi, des doutes. Des fois qu'elle penserait qu'il ne serait pas absolument impossible que je sois encore en vie. Eh bien non, il n'y a personne. Sylvia ouvre à mon premier coup de sonnette. Quand elle me reconnaît, elle s'apprête à crier, mais je la bâillonne immédiatement de la main droite. Étonnée de me voir, Sylvia chérie, n'es-tu pas heureuse de constater que ton cher mari est encore en vie? Nous passons au salon et je la libère. C'est toi, Georges? Donc, Tommy t'a bel et bien vu. Mais tu ne veux pas que la police te trouve, n'est-ce pas? Georges, tu vas laisser condamner Tommy? Tout juste, Sylvia chérie. Je ne comprends pas pourquoi tu me détestes tant, Georges. Pourquoi mon infidélité te fait tellement d'effet? Tu ne m'as jamais aimé. Écoute, Sylvia, si tu essaies de me faire changer d'avis, non, Georges, je ne crois pas que tu changeras d'avis. Tout ce que tu fais concorde et te ressemble. Tu m'as épousé parce que je suis le genre de femme dont tu pouvais être fier, par orgueil.
Et ma liaison avec Tommy a blessé cet orgueil. En te vengeant, ton orgueil, ou plutôt ta vanité, est satisfait, n'est-ce pas? Tu es le maître, et tu nous regardes, Tommy et moi, nous débattre. Tu jouis de notre souffrance. Non, Sylvia, je t'en prie, ne cherche pas ma pitié. De la pitié venant d'un homme qui s'est mutilé pour se venger. Oh non, non, Georges. De la part d'un homme qui a versé son propre sang. Non, Georges. Je ne vais pas te supplier, je ne vais pas te donner ce plaisir. Tu peux aller voir la police, Sylvia. La police? Oh non, Georges. Ton plan a trop bien marché. Allez, va-t'en, Georges. Va-t'en. Je me lève et je sors. Je suis furieux, oui, furieux, je l'avoue. En effet, Sylvia ne réagit pas du tout comme je l'espérais. Cela dit, je ne la perds pas de vue pendant la condamnation de Tommy Baron, pendant les appels légaux qui échouent les uns après les autres, pendant l'appel à la clémence du gouverneur de l'État qui est rejeté lui aussi, pendant que l'on attend la date de l'exécution. Je ne perds pas Sylvia de vue. Il faut que je sois avec elle le jour et à l'heure de la mort de ce cher Tommy. Quand ces coordonnées fatidiques sont transmises à la presse, je suis garé pas loin de chez elle, de ce qui fut chez nous. À 11h ce soir, Tommy s'assoira sur la chaise électrique. À 8h du soir, Sylvia sort en voiture. Je démarre, je sais où elle nous conduit. À 9h20, nous nous garons le long du pavillon de chasse. « Je savais que tu viendrais, Georges, » me dit-elle. « Je savais que tu voulais partager avec moi ces heures cruciales. » Voyons, Sylvia, c'est normal. Ne suis-je pas avec toi pour le meilleur et pour le pire, mon amour? Nous entrons dans le pavillon, plus de traces de sang. Tout a été nettoyé. Les meubles et les bibelots ont regagné leur place. Nous nous asseyons. Sylvia me sert un whisky. Alors, Georges, c'est ici que ça s'est passé? Ma chère Sylvia, si tu tiens vraiment à ce que je te le raconte, lui dis-je en prenant mon verre de la main gauche, celle qui n'a que 4 doigts, je peux te le raconter. Mais en attendant, trinquons. À nos amours, mon amour, dis-je en levant mon verre. Sur quoi, je lui raconte, avec les délices que l'on devine, mon excellente mise en scène. Sylvia ne bronche pas. Elle se contente seulement de respirer plus fort au fur et à mesure de mon récit. À la fin de mon histoire, je lève à nouveau mon verre. À la santé du condamné à mort. Du condamné? Quel condamné, monsieur? C'est une voix d'homme dans mon dos. Je bondis de mon siège et me retourne. Un homme est là qui me regarde. Un bel homme d'ailleurs, grand, fort, élégant. Lieutenant de police Moret, bonsoir, monsieur Loden. Vous aviez raison, madame, la victime est bien vivante. Vous permettez que je passe un coup de téléphone, monsieur Loden? Merci. Allô? Allô, monsieur le gouverneur? Lieutenant Moret, à l'appareil. Je vous conseille de téléphoner immédiatement au pénitencier si vous voulez éviter l'erreur judiciaire de ces 50 dernières années. En précisant son appel, le lieutenant Moret regarde Sylvie avec un sourire qui ne me paraît pas simplement professionnel. Il y a entre eux déjà un petit quelque chose de plus. Oui, un petit quelque chose. Comment m'y prendrais-je cette fois pour les surprendre et les punir? C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le cadavre incomplet de Douglas Fahr.